Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le 16 septembre 2010, Skanda Raj, aussi appelé Skanda Navaratnam, un homme de 40 ans, est porté disparu. C'est un réfugié qui vient du Sri Lanka et qui est venu dans les années 90 au Canada pour étudier. Cet homme a un chien. Et il adore son chien. D'ailleurs, il partage de nombreux clichés sur les réseaux sociaux de son chien, de lui avec son chien. Si je vous dis ça, ce n'est pas anodin. C'est tout simplement parce qu'il ne se sépare jamais de lui. Et en septembre 2010, son chien se retrouve étrangement seul. En fait, l'homme a tout simplement disparu. Il a été vu pour la dernière fois le matin du 6 septembre 2010 lorsqu'il sortait d'une boîte de nuit qui s'appelle le Zippers et il était accompagné de 2 autres hommes. Visiblement, à ce moment-là, il était sous alcool et sous drogue et la plupart de ses proches qui n'ont pas de nouvelles de lui pensent qu'il a tout simplement décidé de se cacher, notamment à cause de son immigration. Forcément, ses proches s'inquiètent, ils appellent la police commence un petit peu à chercher et récupère son ordinateur. Un ordinateur avec lequel ils ne vont rien faire pendant 2 ans. Donc ils ont l'ordi, ils peuvent l'ouvrir, regarder les preuves, faire des choses, essayer d'enquêter, ils ne font rien. Pourquoi? Et le pire, c'est qu'il s'est produit la même chose avec un autre homme, appelé Abdul Bazar Faizi. Je préfère être très honnête avec vous, pendant cette vidéo, je vais écorcher les noms. Je sais pas comment ils se prononcent, voilà, au moins vous êtes prévenus. Abdul est originaire d'Afghanistan, il est arrivé au Canada en 1999 dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. À 42 ans, tout va bien pour lui, il est opérateur de machines, il a une femme, il a 2 enfants, mais personne ne sait qu'il est homosexuel. Il a été vu pour la dernière fois le 29 décembre 2010, vers 23h, il était dans un sauna pour homosexuels qui s'appelle The Steamworks Bath. Il avait juste dit à sa femme qu'il allait voir un ami, sauf que comme il ne répond pas et que sa femme et son cousin l'appellent, il commence à s'inquiéter, donc ils appellent la police le lendemain, le 30 décembre. Et sa voiture ne sera retrouvée que le 4 janvier 2011, à 10 minutes du sauna. Étant donné que personne ne savait qu'il était homosexuel, sa famille et ses proches diront qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit retrouvé dans ce quartier, puisque c'est un quartier où il y a beaucoup d'homosexuels, et comme il ne l'était pas, c'est impossible. C'est juste qu'il ne savait pas. Pour les 2 affaires dont je viens de vous parler, elles ont été confiées à 2 départements de police différents. Donc, entre eux, ils ne communiquent pas et ils ne font aucun lien. Majid Hamid Kayhan, âgé de 58 ans, est également un réfugié afghan qui est arrivé au Canada dans les années 80 avec sa femme et ses enfants. En 2002, Kayhan et sa femme divorcent. La dernière fois que quelqu'un a vu Kayhan, c'était dans le même quartier que les 2 précédentes victimes et c'était le 18 octobre 2012. C'est son fils qui l'a vu pour la dernière fois le 14 octobre qui signale sa disparition et il le fait le 25 octobre, c'est-à-dire 11 jours plus tard. Kayhan était très actif dans le village gay, il y vivait depuis le milieu des années 90 et il avait également emménagé chez son partenaire. En novembre 2012, les autorités suisses, alors je ne sais pas pourquoi les autorités suisses s'en mêlent, mais appellent les autorités canadiennes pour leur dire « Allô, allô, on a une piste pour vous ». Ils leur expliquent qu'il y aurait certainement un potentiel réseau de cannibales à Toronto et donc il faudrait peut-être qu'ils se penchent un petit peu plus sur la question et en particulier sur un certain James Alex Brunton qui selon eux aurait tué la première victime, Skanda. Cette piste n'est pas du tout prise au sérieux par la police de Toronto. Cependant, elle aura eu le mérite d'amener sur l'affaire un vétéran de la police de 30 ans. Donc il s'y connaît plutôt. Petit aparté, Brunton n'a rien à voir avec cette affaire, cependant cet homme n'est pas tout blanc, puisque c'est tout simplement un pédophile harceleur. Il a rencontré un garçon de 15 ans en ligne sur un site cannibale, il lui a demandé de devenir son esclave sexuel, qu'il pourrait le torturer autant de fois qu'il veut, de manière sexuelle mais aussi de manière cannibale, et bien sûr finir par le manger. Bref, revenons-en à Toronto, les 3 affaires différentes vont enfin trouver des connexions. C'est la naissance du projet Houston. Les policiers commencent par interroger les proches, les amis, la famille de Skanda, donc la première victime. Et un nom revient très souvent. Il s'agit de Bruce McArthur. Stop! Qui est Bruce McArthur?
Thomas Donald Bruce MacArthur naît le 8 octobre 1951 à Lindsay, en Ontario. Il grandit avec sa sœur et la famille, donc ses parents et sa sœur, habitent dans une ferme au niveau de Woodville, c'est au nord de Toronto. Ses parents, Malcolm et Esley, accueillent chez eux des enfants qui sont en difficulté, qui souvent proviennent de Toronto. Et donc, MacArthur, il a sa sœur, mais il a aussi plein d'autres frères et sœurs, puisque dans la ferme, il y a entre 6 et 10 enfants en même temps. Il fréquente une école à l'extérieur de Woodsville et visiblement, MacArthur, c'est une grosse balance. Parce que pour se faire bien voir et se faire bien aimer de son professeur, il n'hésite pas à dénoncer ses camarades. Autant vous dire qu'à mon avis, à cette époque, il n'y avait pas grand monde qui l'aimait bien. Sa passion à lui, c'est le chant. Et il a l'air plutôt bon, puisqu'il remporte plusieurs concours de chant. Il est beaucoup plus proche de sa mère que de son père, parce que son père voit chez lui un manque de masculinité et il est très strict envers son fils. Il fréquente l'école secondaire de Fenelon Falls et dans cette école, il rencontre sa future femme, Janice Campbell. Les deux finissent leurs études et sont diplômés en 1970 et 4 ans plus tard, en 1974, ils se marient. Dès 1973, MacArthur débute un travail en tant qu'assistant acheteur pour les magasins Eaton. Au début des années 70, le diagnostic tombe, son père a une tumeur au cerveau. Il est placé en maison de retraite, MacArthur est complètement dévasté et il l'est encore plus lorsqu'il se rend compte que sa mère s'intéresse à un autre homme. Il se rapproche donc de son père. Sa mère décède en 1978 d'un cancer et 3 ans plus tard, en 1981, c'est son père qui disparaît. En 1979, MacArthur et sa femme déménagent à Oshawa. Ensemble, ils ont 2 enfants, Mélanie et Todd. En 1986, MacArthur devient très actif à l'église. Il fait ça car il pense que la religion peut l'aider à oublier les sentiments homosexuels qu'il éprouve et qu'il juge honteux. À Toronto, il travaille comme commercial pour l'entreprise McGregor, une entreprise qui vend des chaussettes, et ensuite pour une entreprise qui s'appelle Stanfields et qui vend des sous-vêtements de sport. Au début des années 1990, il commence à avoir des relations sexuelles avec des hommes et 1 an plus tard, il avoue tout à sa femme. Enfin, dans un premier temps, il lui dit qu'il est bisexuel. Le couple décide de continuer de vivre ensemble, malgré cela. Pour les enfants, vous savez, l'éducation, etc. Ils veulent pas vraiment divorcer dans un premier temps. En 1993, MacArthur est licencié. Je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle il était licencié. Ce que je sais, c'est qu'à cause de ce licenciement, le couple traverse des difficultés financières. Et cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, leur fils Todd a de nombreux problèmes de comportement et en plus de ça, il harcèle les femmes. Eh ben c'est parfait, rien ne va. Le couple, difficultés financières, un fils qui fait n'importe quoi, dont ils doivent payer aussi des choses parce qu'il va au poste, etc. Ils sont complètement ruinés, donc ils hypothèquent leur maison en 1997 et en 1999, ils divorcent. À 46 ans, MacArthur déménage à Toronto et là, il vit sa meilleure vie. Il fréquente plein de bars, notamment dans les quartiers de Church et Wellesley. C'est peut-être le même quartier d'ailleurs. Il entame une relation avec un homme, relation qui durera 4 ans, et il fait aussi partie de la communauté homosexuelle. Il est très actif au sein de cette communauté. Après sa séparation, il sombre petit à petit dans la dépression et son psychiatre lui prescrit du Prozac, qu'il prendra pendant quelques mois. Au bout d'un moment, il se rend compte que rien ne va, donc il décide de prendre un nouveau tournant et il se dit « Tiens, je vais devenir paysagiste ». Il est donc paysagiste et quelques années après, ça aura son importance dans l'histoire, il est entrepreneur, il a créé son entreprise qui s'appelle Artistic Design et il se déplace chez ses clients avec une petite camionnette rouge. En ligne, il a rencontré un prostitué qu'il a déjà vu plusieurs fois et le 31 octobre 2001, MacArthur se rend chez lui car ce dernier lui avait proposé de venir chez lui pour qu'ils regardent ensemble sa tenue d'Halloween. À ce moment de l'histoire, MacArthur, il a 50 ans. Pour des raisons inconnues, lorsque MacArthur arrive chez l'homme, il le frappe plusieurs fois avec une barre en fer et apparemment, il transportait cette barre en fer un peu partout. Pourquoi ? À l'hôpital, l'homme se fait recoudre, il aura des points de suture au niveau du visage et des mains et aussi on lui prescrit 6 semaines de physiothérapie. MacArthur se rend de lui-même à la police pour justement expliquer ce qui vient de se passer et il dit qu'il ne se souvient absolument pas des raisons pour lesquelles il a fait ça. Donc il plaide coupable pour les accusations d'agression armée ayant causé des lésions corporelles. Le 11 avril 2003, il est condamné à une peine avec sursis de 2 ans. Et là, il se passe un truc assez dingue.
Son comportement violent est mis sous le fait de l'effet combiné d'un médicament qui contenait du nitrate d'amyle et du poppers, les deux étant utilisés pour le plaisir sexuel. Il évite donc la prison et passe la première année en résidence surveillée. Ensuite, pendant 6 mois, il a simplement un couvre-feu à 22 h et cette peine sera suivie d'une probation de 3 ans. Voilà. Pendant sa peine, il n'a évidemment pas le droit de se rendre dans les quartiers de Wellesley et de Church, il n'a pas le droit de voir des prostituées, il n'a pas le droit de leur parler, sauf si il doit y aller pour le travail, puisque je vous ai dit qu'il était entrepreneur paysagiste, ou pour des rendez-vous médicaux. Mais il faut que ce soit justifié. Aussi, il doit rester à 10 mètres du travail de sa victime et de son domicile. Il n'a pas le droit d'acheter, de posséder ou de consommer des drogues sans ordonnance médicale, et notamment du poppers. MacArthur fait un examen ADN et son ADN est rentré dans la base de données du Canada. Et pour finir, il doit entreprendre une thérapie qui lui permettra de gérer sa colère. En 2008, MacArthur demande que cette condamnation soit totalement effacée de son casier et on lui accepte. Donc en 2010, la plupart des documents et des pièces concernant l'affaire sont détruits. À part les transcriptions du plaidoyer de culpabilité et celui de l'audience de la peine, le rapport psychiatrique mais aussi le rapport de précondamnation ordonné pendant le procès, les photos des blessures de sa victime ainsi que les photos de l'arme. MacArthur est inscrit sur Raycon, c'est une application de rencontre fétichiste pour hommes. Ce sont donc tous les hommes qui sont attirés par le BDSM qui vont sur cette application. MacArthur, il est sur cette application, mais c'est juste un exemple puisqu'il est très actif au sein de cette communauté et il a également plusieurs autres applications et sites internet sur lesquels il va. Allez, back à notre affaire. Projet Houston, dont je vous ai parlé avant. MacArthur connaissait les 3 hommes. En 1999, MacArthur rencontre Skanda et ce dernier travaille pour son entreprise de paysagiste. Selon les amis de Skanda, MacArthur et Skanda entretenaient une relation. Alors je ne sais pas s'ils étaient en couple, mais en tout cas ils avaient une relation. Et donc les amis disaient qu'en 2008, ils étaient toujours en relation, qu'ils se voyaient toujours. Concernant Kehan, lorsque son compagnon est décédé, il a rencontré MacArthur, il l'a rencontré à Black Eagles et ils ont commencé une relation ensemble. Pour Abdul, je n'ai rien trouvé, mais étant donné que les 2 hommes traînaient dans le quartier gay, dans les saunas, etc., je suppose qu'ils ont dû se rencontrer là-bas. On a donc ce projet Houston, qui relie les 3 affaires. Mais la police refuse de croire à un tueur en série. À quoi ça sert de relier 3 affaires si vous ne croyez pas à un tueur en série? D'autant plus que MacArthur est interrogé en 2013, mais ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. En plus de ça, pendant son interrogatoire, les policiers ignorent qu'il avait eu des relations sexuelles avec ces hommes. Donc ils creusent pas plus. En avril 2014, le projet Houston est abandonné et 2 mois plus tard, le casier de MacArthur est suspendu. Donc personne ne peut savoir ce qu'il s'est passé auparavant. C'est-à-dire que personne ne saura que 13 ans avant, en 2001, il avait déjà été arrêté. Je vous ai dit tout à l'heure que le couple avait quelques problèmes avec leur fils Todd, puisqu'il harcelait des femmes. Ajouté à cela, le fils Todd n'accepte pas que son père soit homosexuel, donc les problèmes grandissent. Il enchaîne les méfaits, c'est un petit délinquant et en 2014, il finit par être condamné à 14 mois de prison. Il est libéré sous caution, il rentre chez son père et la seule condition pour laquelle son père a accepté de le reprendre chez lui est qu'il travaille avec lui pour l'entreprise de paysagiste. Un jour, un ami à Todd se rend dans l'appartement, il est là pour aller voir son pote, et il dira qu'il a vu des photos d'hommes nus en érection. Sur la plupart de ces photos, les hommes étaient des connaissances de MacArthur. Soroush Mahmoudi, un homme âgé de 49 ans, est vu pour la dernière fois le 14 août 2015. Soroush est un réfugié d'Iran qui est arrivé au Canada. Lorsqu'il est arrivé au Canada, il a rencontré une femme, il l'a épousée et le couple déménage à Toronto pour qu'il se rapproche de la famille de son épouse. Un jour, il part au travail et il ne revient pas, donc sa femme signale sa disparition. Chose très étrange, le matin, avant de partir au travail, il avait pris un sac de voyage, comme s'il savait qu'il ne reviendrait pas. Cependant, à l'inverse des autres victimes, il n'a pas été vu au village, donc sa disparition n'est pas liée aux autres et n'est pas liée au projet Houston. Bon, de toute façon, le projet Houston a été abandonné. Mais s'ils avaient pu faire un lien et rouvrir le projet Houston, ils l'auraient fait. Mais là, c'est pas possible. Le 20 mars 2017, c'est au tour de Selim Essen, qui a 44 ans et qui a été vu pour la dernière fois à l'ouest du village. C'est son ex-mari qui signale sa disparition et il le fait le 20 avril.
quand même noter qu'il s'est passé un mois entre. Donc ça veut dire que à part son ex-mari, personne vraiment n'a pu voir qu'il avait disparu. La police a décrit cet homme comme un homme sans abri qui tirait une valise à roulettes. Cependant, un de ses amis a nié totalement ce que la police disait et a juste dit qu'il était dans une relation malsaine, donc il prenait de la drogue, il était pas bien. Par contre, pause, c'est un de ses amis qui a dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un mois? Personne n'a signalé sa disparition. La seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est que Selim était un immigré et que peut-être il n'avait pas de titre de séjour ou je ne sais pas. Mais c'est très bizarre quand même qu'il se soit passé un mois. C'est énorme un mois. Le 26 juin 2017, Andrew Kinsman disparaît. Et lui, on va pas attendre un mois pour signaler sa disparition puisque un de ses amis qui n'avait pas de ses nouvelles, décide 2 jours plus tard, le 28 juin, d'aller voir ce qui se passe chez lui. L'ami en question, c'est Ted Haley. Quand il arrive dans son appartement, il trouve son chat qui n'a plus d'eau et qui n'a plus de nourriture. Et là, il se dit, c'est très bizarre. Donc, dès le lendemain, il appelle la police et il signale la disparition d'Andrew. Andrew, il est apprécié de tous. Il travaille comme barman et il est également bénévole à la Fondation des personnes atteintes du sida. En fait, tout le monde l'aime bien. Il est connu pour être un homme stable et responsable et donc ses amis sont persuadés qu'il ne partirait pas comme ça sur un coup de tête. Andrew Kinsman, c'est le genre d'homme qui est très actif sur les réseaux sociaux et les enquêteurs découvrent que le jour de sa disparition, son téléphone a été éteint. Ses amis ne restent pas là les bras croisés, ils font le tour de la communauté, ils se baladent dans les quartiers, ils questionnent les gens, ils créent même des groupes Facebook qui comptent 600 membres. La police fouille l'appartement et trouve un indice capital. Sur le calendrier, l'éphéméride d'Andrew, il y a écrit le 26 juin, 15h, Bruce. Tiens, Bruce McArthur, serait-ce la même personne? Il visualise donc les caméras de surveillance et à 15h, il voit Andrew monter dans une Dodge rouge. Vous vous rappelez? Camionnette rouge? Qui a une camionnette rouge pour son travail? C'est tout. Les policiers n'ont rien d'autre, ils n'ont pas de plaque, cependant ils ont de la chance puisque ce modèle est un modèle qui date de 2004 et c'est une édition limitée pour l'édition anniversaire des 20 ans. En recherchant donc le modèle de la voiture, un seul nom apparaît, il s'agit de Bruce McArthur. Les policiers établissent donc une connexion entre Selim et Andrew, c'est la naissance du projet Prism. Cependant, Soroush ne sera pas intégré. Cette affaire ne sera pas intégrée au projet Prism puisqu'il n'a pas été vu dans le quartier gay. Les enquêteurs se rendent compte que McArthur avait été interrogé quelques années auparavant pour le projet Houston. Vont-ils enfin regrouper les deux projets? Le projet Houston, le projet Prism et aussi rajouter Soroush parce que bon, il en fait partie aussi quand même. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la police continuait tout de même de nier l'évidence et que ce n'est pas vraiment les policiers, la police elle-même qui a décidé d'ouvrir le projet Prism, mais seulement un petit groupe d'enquêteurs qui croyaient fermement qu'il y avait un lien entre toutes ces enquêtes. Dès l'été 2017, ce petit groupe d'enquêteurs s'intéresse de plus près à McArthur et se rend compte qu'en 2016, il avait fait l'objet d'une investigation pour une agression sexuelle. McArthur avait essayé d'étrangler un homme dans son van et le pire, c'est que lors de son interrogatoire, il a le culot de tout nier et de retourner la situation. Je vous explique. Les deux hommes, un jour, se retrouvent et ils décident de faire la bagatelle. Ils se rendent à l'arrière du van de McArthur. La tension sexuelle entre les deux hommes monte, ils commencent à faire leurs affaires et McArthur demande à son partenaire s'il aime bien lorsque le sexe devient un petit peu violent. Son partenaire aurait dit oui, que ça ne le dérangeait pas, et donc McArthur n'a rien trouvé de mieux à faire que de serrer ses mains autour de la gorge de son partenaire pour l'étrangler. Mais là, c'est pas de la violence, là c'est un crime. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'autre homme a raconté, puisqu'une fois que McArthur lui serre la gorge, il se débat et ensuite il s'enfuit. De son côté, McArthur dit que pas du tout, il n'a pas étranglé l'homme, ça faisait partie de l'acte sexuel. Bref, il est en train de pipoter, il roule les enquêteurs dans la farine, et le pire, c'est que les enquêteurs croient McArthur. L'équipe d'enquêteurs d'Inzinga apprend que McArthur était un habitué du bar, le Black Eagle. Il aurait aussi rencontré Andrew Kinsman là-bas. Apparemment, Andrew Kinsman y travaillait. Il y a aussi un autre homme, Kean, que McArthur a rencontré au Black Eagle. Kean faisait partie du projet Houston.
Faudrait peut-être faire un lien entre les deux projets. En juillet 2017, une chercheuse en psychologie de l'Université de Toronto, Sacha Reid, âgée de 29 ans, recherche sur des registres le nom des adultes disparus. Pourquoi elle fait ça? Aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'elle trouve les noms des 3 premières victimes qui font partie du projet Houston. Elle se rend compte que les 3 hommes ont énormément de similitudes, ils sont tous bruns, ils sont tous barbus, et donc selon elle, il s'agit d'un modèle type de victime d'un tueur en série. Elle dresse un profil hypothétique du tueur, c'est un homme qui travaille et qui tue pour un motif sexuel. Elle téléphone à la police de Toronto, elle transmet le profil à un agent de la police qui restera une demi-heure au téléphone avec elle. On se dit que c'est plutôt bien, une demi-heure c'est quand même pas mal, et que donc il va y avoir une avancée là-dessus. En septembre 2017, MacArthur se débarrasse de son véhicule de travail dans une casse pour 150 $. En octobre, la police récupère ce véhicule. Il trouve des traces de sang dans le coffre et sur la banquette arrière. En décembre, l'équipe d'enquêteurs obtient un mandat pour pénétrer chez MacArthur, mais aussi pour cloner le disque dur de son ordinateur. Et alors là, dans l'ordi, ils trouvent des centaines de photos d'Andrew, mais aussi d'autres hommes. Et c'est pas des photos consentantes, hein. Non, c'est des photos que MacArthur a pris comme ça, en soum-soum. Les hommes ne savaient pas qu'ils étaient suivis et pris en photo. Ça prouve bien quand même que MacArthur repérait ses victimes, les suivait, les prenait en photo avant de s'attaquer à elles. Il trouve aussi des photos d'Andrew et de Selim qui sont allongés dans le lit, totalement nus, attachés, et aussi ils ont une corde autour du cou qui paraît très serrée. En décembre 2017, le chef de la police de Toronto, Mark Sanders, déclare qu'il n'y a aucune preuve d'un tueur en série. Ah, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le 17 janvier 2018, l'ADN du sang retrouvé dans la camionnette montre qu'il appartient à MacArthur, mais aussi à Andrew et à 2 autres hommes qui ne sont pas encore identifiés. Le 18 janvier 2018, à 10h30, MacArthur entre dans son immeuble avec un jeune homme. Ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis la veille, il est placé sous surveillance 24 heures sur 24. La consigne que les policiers ont reçue est: si vous voyez MacArthur seul ou accompagné, vous l'arrêtez. En fait, à partir du moment où vous le voyez, vous l'arrêtez. C'est ce qu'ils font, ils montent à l'appartement de MacArthur, ils cassent la porte, et quand ils arrivent, ils trouvent l'homme avec qui MacArthur est rentré sur le lit, nu, déjà attaché et avec un sac plastique sur la tête. Il vous faut quoi de plus pour l'arrêter? C'est ce qu'ils font. Bruce MacArthur est immédiatement arrêté. Il allait tuer l'homme. Au moment de son arrestation, il a 66 ans. On rajoute un 6, c'est le chiffre du diable. Bref, on remarque quand même, quand on regarde toutes les histoires de tueurs en série, que 66 ans, c'est un âge assez tardif. Le jour même, la police exécute des mandats de perquisition dans 5 des propriétés reliées à MacArthur et à son entreprise d'aménagement paysagiste. Il y en a 4 à Toronto et il y a également une propriété de 3,6 hectares qui est située à 200 km au nord-est de Madoc. Ça reste en Ontario. Le docteur Cathy Gruspier, qui a 56 ans et qui est la seule anthropologue médico-légale du pays, commence à effectuer des radiographies dans les jardinières en fibre de verre qu'ils ont retrouvées dans ses propriétés. Dans l'un d'entre eux, elle trouve un objet étrange, elle appelle immédiatement le sergent détective Hank Inzinga. C'est celui qui, avec son petit groupe d'enquêteurs, avait fondé le projet Prism. Lui et son équipe se rendent au laboratoire. Il faut quand même préciser que les jardinières, enfin tout ce qu'ils ont ramené, était là depuis 10 jours et donc il y a une odeur quelque peu nauséabonde qui commence à s'en dégager. Le docteur Gruspier décolle les 2 côtés du bac, révélant à la vue de tous une tête, un torse et des membres humains. Le 8 février, la police annonce qu'ils ont retrouvé des restes de 3 autres personnes différentes et qu'ils ont notamment pu identifier Andrew Kinsman grâce à ses empreintes digitales. Parmi les restes qu'ils trouvent, il y a 6 hommes qu'ils connaissent. Donc ce sont les hommes du projet Prism et du projet Houston. Cependant, il y en a 2 autres qu'ils ne connaissent pas encore. Et dans son ordinateur, ils trouvent 9 dossiers. Chaque dossier correspond à une des victimes. On peut facilement imaginer que le 9e et dernier dossier appartenait à l'homme que la police a retrouvé chez lui lorsqu'ils ont arrêté MacArthur. Et les 2 autres hommes que MacArthur a tués sont Kirushna Kumar Kanagaratnam, un homme de 37 ans qui venait du Sri Lanka, ainsi que Dean Lozowick,
qui était âgé de 43-44 ans et qui résidait dans un refuge. McArthur est accusé de meurtre au premier degré d'Andrew Kinsman, mais aussi de Celi Messen. Il est placé en détention et est amené à la division 51 du service de police de Toronto. Dans les mois qui ont suivi, 6 autres accusations ont été portées pour les 6 autres meurtres. Je ne vais pas me risquer à donner les noms. Ok, je vous redonne les noms pour Navaratham, Kayhan et Faizi. Ça donc c'est vraiment ceux qui faisaient partie du projet Houston. On rajoute Mahmoudi qui faisait partie du projet Prism avec Kinsman et Essen, et les deux dont je vous ai parlé qui sont Lizowick et Kanagaratnam qui eux ne faisaient pas partie d'un projet en particulier. Le 16 avril 2018, McArthur a été inculpé de chef de meurtre au premier degré pour les 8 meurtres. L'inspecteur Nzinga, celui qui était à l'origine du projet Prism, a déclaré qu'il ne serait pas surpris si McArthur était accusé d'autres meurtres. En janvier 2019, McArthur plaide coupable, de toute façon il ne peut pas faire autrement. Il est donc condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, mais ce, pas avant l'âge de 91 ans. Aujourd'hui on sait que Bruce McArthur est malade, qu'il est atteint de diabète. Bon, il y a peu de chances qu'il survive jusqu'à 91 ans et de toute façon, même s'il survit jusqu'à 91 ans, il aura passé vraiment beaucoup de sa vie derrière les barreaux et pas sûr en plus qu'il puisse être libéré, enfin que sa demande puisse être acceptée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'affaire de Bruce McArthur vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.